Hey everyone, moi c'est Kobe. Aujourd'hui, cet épisode sera considéré comme l'épisode 2 de ma série Les films aux passés étranges. Même si, je dois l'avouer, ce film aussi est très loin de la catégorie de Poltergeist. Et heureusement d'ailleurs, une malédiction c'est déjà bien assez comme ça. En fait, vous allez sûrement trouver que cet épisode parle quand même un peu plus des conséquences que le film a eu sur certaines personnes, plutôt que le film en lui-même. Même si, je dois l'avouer, j'ai découvert pas mal de choses sur ce film que même moi je ne savais pas. Si vous avez lu le titre, et j'espère que vous l'avez lu avant de cliquer, autrement, qu'est-ce que vous faites ici? The Truman Show est un film que j'avais ajouté à la liste, mais qui était aussi une idée de Purpley la lapine violette. Merci pour cette suggestion. Et sans plus attendre, voici The Truman Show, la vérité derrière l'illusion. So many choices! Do something! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Sorti en juin 1998, The Truman Show est l'histoire d'un homme appelé Truman, incarné par le fameux Jim Carrey, qui avait déjà pas mal de films à son actif. Son personnage, Truman Burbanks, fut adopté en quelque sorte par un directeur de série télé appelé Christophe. Ce producteur avait une série en tête, qui pour lui tiendrait en haleine tout un pays qui pourrait suivre à toute heure, chaque jour, tous les faits et gestes d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Et dès lors, depuis sa naissance, Truman fut devenu prisonnier d'un monde artificiel sans même s'en rendre compte. Mais qui aurait pu lui en vouloir? Après tout, Christophe avait fait construire chaque parcelle de ce studio à la perfection, allant même jusqu'à créer un dôme pour empêcher Truman de découvrir la vérité. Mais ce qui est intéressant de constater lorsque Truman commence à douter de son entourage, est que le cerveau humain est facilement capable de reconnaître des schémas. Christophe a tellement été obsédé par apporter une vie parfaite à Truman, que cette perfection même fut l'étincelle qui anima le doute chez le jeune homme. Tout était parfait dans sa vie, trop parfait. Comme par magie, tout semblait être fait pour lui, de ses connaissances jusqu'à sa propre femme. Mais le film que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus enjoué que le scénario original dont il aurait dû être basé au départ. Andrew Niccol fut le premier producteur du film, et c'est cet homme même qui était à l'origine de ce script spéculatif, l'ayant écrit avec une vision bien loin de ce qui a été décidé à la fin. Dans sa vision des choses, Andrew avait écrit le scénario avec une idée bien précise en tête, faire de ce film un thriller / science fiction. Et de ce fait, l'histoire originelle de The Truman Show en était bien plus dark. Pour commencer, la ville utopique de Sea Haven, remplie de gens heureux, devait originellement être un coin de New York pluvieux, où des incidents criminels étaient récurrents. Les qualités du personnage de Truman que tout le monde connaît aujourd'hui, autrement dit, gentil, compréhensif et innocent, aurait dû être le total opposé, nous donnant un Truman violent, sans aucune moralité, gravement alcoolique et émotionnellement distant de sa femme ainsi que de la société. Et même si les détails de l'intrigue sont à peu près restés les mêmes, le scénario originel était empreint d'un machisme bourru et épuisant, qui devait même contenir une scène où Truman cherche une travailleuse du sexe nommée Veronica, pour rejouer sa dernière rencontre avec Sylvia, son grand amour perdu. Voici comment la courte scène a été écrite dans le premier script. « Hé Truman !» hurle Veronica au coin d'une rue du quartier chaud. « Où es-tu? Tu me trompes ?» D'autres scènes suggérées perpétuent les tropes du thriller. À un moment donné, Truman tombe sur une mère et son bébé, la menaçant de tuer son nouveau-né si elle ne lui dit pas que son monde n'est pas réel. Cette phrase était écrite dans le script. « Dites mon nom ou je lui éclate la tête. » Dans une autre scène encore, Truman assiste à l'agression d'une femme sur un quai de métro, mais décide de ne pas sonner l'alarme, persuadé qu'il s'agit d'un coup monté. Les portes du métro se ferment au moment où les deux voyous s'apprêtent à violer la femme. Mais lorsque le métro de Truman sort de la station, perdant de vue le trio, la femme et les deux agresseurs changent tous de personnalité d'un seul coup, réarrangeant leurs vêtements en s'étonnant que Truman n'ait pas réagi.
Dans ce script, il était aussi écrit noir sur blanc que Truman aurait fait un enfant à Meryl, au plus grand plaisir de Christophe qui savait que l'enfant de Truman pourrait prendre la place de son père par la suite. Mais ici, comme dans le script final, Truman découvre quand même la vérité, se rendant ainsi compte que sa femme était en fait une actrice qui ne l'avait jamais aimé. Si la réaction de Truman dans cette partie du film paraît un tant soit peu violente pour certains, il n'en était rien comparé à la violence dont aurait dû faire preuve Truman contre la mère de son enfant dans le script original. Et plus choquant encore, une grande partie du scénario de Andrew Niccol avait été conservée intacte dans le résultat final. Le rythme était le même, avec un Truman reconstituant ses souvenirs de Sylvia en découpant des photos de visages de mannequins dans des magazines. Ainsi qu'une même presque fin, où Truman trompe tout le monde avant de s'échapper du plateau en bateau, se fracassant contre un grand mur peint pour ressembler à un véritable océan. Mais au lieu de couper au noir lorsque Truman passe la porte jusqu'au monde réel, le scénario de Niccol le fait fuir à travers tout Hollywood, prenant en otage un guide touristique avant de s'engager dans un face-à-face avec Christophe sur un toit. Rempli de rage, Truman l'attaque et essaie de l'étrangler, avant que les acteurs ne s'interposent et lui fait lâcher prise. Et même si Peter Weir aimait l'idée, il n'était tout de même pas convaincu par la vision d'Andrew, disant que personne ne regarderait un film aussi obscur, avant d'ajouter qu'aucun studio de télévision ne prendrait la peine de construire une vaste ligne d'horizon new-yorkaise. C'est après réflexion que Weir eut une idée. Il était un grand fan de Home and Away, une série sortie en 1988 qui était pour lui une série avec beaucoup de soleil, lui rappelant les vacances. C'est alors qu'il décida d'en faire de même avec The Truman Show, déménageant le film depuis les tréfonds de New York jusqu'au soleil éblouissant de la Floride. Il créa ainsi le film autour d'une communauté ultra colorée et soignée, juste assez réelle pour ne pas empiéter sur la vallée de l'étrange. Après cela, Weir dut obligatoirement réécrire le scénario, estimant que le projet qui lui avait été présenté à l'origine était trop sombre et angoissant. Il savait également que Jim Carrey recherchait un rôle plus sérieux, étant donné le nombre de comédies que celui-ci avait déjà joué jusqu'ici. Et la participation de l'acteur fut très avantageuse, rendant le film plus ludique grâce à ses connaissances de la pop culture. Grâce à lui, les publicités que l'on voit dans le film, avec les amis et la famille de Truman brandissant des marques ici et là sans grande conviction, ont été ajoutées au scénario, tandis que le nihilisme dépressif de la paranoïa de Truman fut rendu beaucoup moins sombre grâce au jeu unique de Jim Carrey, nous donnant sa plus belle prestation dans un film qui persista à travers le temps. Malheureusement, le film eut un certain effet indésirable chez certaines personnes, atteignant un point où les psychiatres fussent dans l'obligation de mettre un nom sur cette étrange délusion, survenue après la sortie du film en 1998. Le syndrome de Truman. Tout comme Truman dans le film, ces personnes sont persuadées qu'ils sont le personnage principal de leur propre show, vivant sur un plateau de tournage, entourés d'amis et de famille qui ne seraient que des acteurs. Les personnes atteintes de cette délusion proviennent du monde entier. En 2002, plus de 100 personnes souffrirent de ce problème. Un patient fut même allé jusqu'à voyager à New York City après l'attentat du 11 novembre car il voulait être sûr que cette attaque terroriste n'était pas un rebondissement dans son Truman Show personnel. Un autre patient voyagea jusqu'au bâtiment fédéral sud de Manhattan pour réchapper à son émission. Et une fois encore, un patient qui travaillait en tant qu'interne dans un programme de télé-réalité était persuadé que les caméras le traquaient secrètement. Même pendant les votes pour les élections en 2004, il était allé jusqu'à hurler que le président George Bush était un Judas, ce qui lui donnait un ticket direct au Bellevue Hospital. Et dans cet hôpital même, travaillait un psychiatre du nom de Joel Gold, qui avec son frère Ian, conductait des recherches poussées sur ce sujet. Joel raconta qu'un de ses patients, un vétéran issu de la classe moyenne, voulait escalader la statue de la liberté en pensant que cette action le libérerait de l'émission dont il est prisonnier. L'homme décrit sa propre condition de cette manière. « J'ai réalisé que j'étais et que je suis toujours le centre de tout ça. L'objet de l'attention de millions et de millions de personnes. Ma famille et tous ceux que je connaissais étaient et sont les acteurs d'un scénario.
d'une mascarade dont le seul but est de faire de moi le centre de l'attention du monde. Le choix du nom de cette délusion par les frères Gold fut influencé par le fait que 3 des 5 patients ont explicitement lié leurs expériences au film. En Angleterre, les psychiatres d'un institut de Londres expliquèrent ce qu'était pour eux le syndrome de Truman. Il s'agit d'une croyance préoccupante, selon laquelle le monde a changé d'une manière dont d'autres personnes sont conscientes, ce qu'ils interprètent comme indiquant qu'ils sont les sujets d'un film, et qu'ils vivent dans un plateau de tournage, un monde fabriqué. Mais cet ensemble de symptômes est une plainte très fréquente chez les individus qui peuvent être dans la phase prodromique de la schizophrénie. Après, on peut se demander si cette délusion existe bel et bien, ou est-ce seulement un délire de fiction rendu trop important. Pour répondre à cela, Joel Gold expliqua dans une interview: « Il est important de préciser que le syndrome de Truman est un symptôme de psychose. Les personnes qui choisissent d'être au centre de l'attention, qui s'inquiètent de leur statut social, qui craignent d'être sous le regard du public ou qui le recherchent, peuvent être plus enclins à s'identifier à ce délire. Je ne pense pas que les gens l'inventent ou le choisissent. Mais ce genre de symptômes semble avoir déjà été enregistré de par le passé, sans porter le nom du film. » Joseph Weiner, un chef de consultation en psychiatrie, écrit dans un mail: « Je me souviens de 2 patients qui, en une semaine, ont déclaré qu'ils étaient Elizabeth Taylor dans les années 1940. Les patients psychotiques exprimaient des délires à propos de leur cerveau contrôlé par des ondes radio. Aujourd'hui, les patients délirants se plaignent couramment de l'implantation de puces informatiques. Les émissions de télé-réalité étant très visibles, c'est un domaine qu'un patient peut facilement intégrer dans un système délirant. Une telle personne pourrait croire qu'elle est constamment filmée, observée et commentée par un grand nombre de téléspectateurs. » Évidemment, dans le monde des médecins et psychiatres, les avis divergent sur l'existence ou non du syndrome de Truman, mais la plupart sont d'accord sur un point: la pop culture en est certainement la cause. Nous sommes confrontés à la tempête parfaite de la télé-réalité et de l'internet, dit Joel Gold. Ce sont des influences puissantes dans la culture dans laquelle nous vivons. Et pour certaines personnes prédisposées, cela peut être accablant et déclencher un épisode psychotique. La pression de la vie dans une grande communauté connectée peut faire ressortir le côté instable des personnes les plus vulnérables. Son frère, Ian Gold, ajouta: « La télé-réalité n'est pas à l'origine du délire. Mais y a-t-il quelque chose dans la télé-réalité qui soit particulièrement approprié pour exprimer le délire une fois qu'il s'est développé? Nous ne le savons pas encore, mais c'est une question fascinante à explorer. Il y a quelque chose dans la célébrité qui fait réagir les gens. Mon hypothèse est que les délires sont liés à nos relations avec les autres, et que les nouveaux médias créent une communauté plus large, avec plus de menaces et d'opportunités. » Auquel cas, après avoir entendu parler de cette nouvelle condition, Andrew Niccol répondit: « Vous savez que vous avez réussi quand une maladie porte votre nom. » Wow, The Truman Show a quand même été quelque chose, pas vrai? Perso, j'adore ce film. Jim Carrey joue son rôle à la perfection. Il incarne Truman avec tellement d'attention aux détails pour montrer le combat interne du personnage que l'on ne peut que vouloir qu'il puisse s'échapper dans une réalité dont il était prisonnier. Et de mon point de vue, heureusement que le scénario original fut retravaillé, car je suis sûr que ce thriller obscur aurait donné à The Truman Show l'habileté de rester dans le top 10 des films les plus plats jamais réalisés. Et ce syndrome développé après le film est quand même étrange, faut l'avouer. Car si l'on part dans ce sens, ça veut dire que ceux qui croient que nous vivons dans une matrice fictive à cause du film Matrix souffrent aussi de délusions. Je veux dire, peut-être que l'on vit réellement dans une matrice, et que moi-même je n'existe pas réellement. Psst, je suis encore là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Like et abonne-toi si tu aimes mon contenu, et j'espère qu'on se verra dans la prochaine vidéo. Bye.